Bonjour à tous et toutes. Pour la personne au fond de la classe qui serait véritablement intéressée par une critique d'Avengers Endgame, le 22e film du Marvel Cinematic Universe, sans spoiler, histoire de savoir s'il a vraiment envie d'aller voir cette conclusion ou s'il a suivi les 22 films pour rien, je vais essayer de faire une critique sans spoiler pendant les premières secondes de ce vlog. Avengers Endgame est un film qui est tout à fait satisfaisant et plutôt réussi, malgré quelques défauts, quelques inégalités, quelques trucs un peu chancelants au niveau de la continuité par rapport au film lui-même, par rapport au film, par rapport à la saga, etc. Il y a des petites choses qui sont un petit peu inégales et chancelantes, parfois grossement chancelantes, mais je pense que grosso modo, ça vous donnera ce que vous avez envie de voir si vous avez été fan de tout ce qui s'est fait avant. Si vous avez été un peu plus critique, vous serez aussi critique sur celui-ci, sans non plus lui chier dessus, mais c'est difficile de rendre satisfaisant quelque chose d'aussi répétitif par rapport aux films qui sont venus avant. Je vous ai dit, le problème du Marvel Cinematic Universe dès le début, c'est le problème de la suite. Une fois que t'as fait un climax, faut réussir à faire un peu plus dans le film d'après, et quand t'as déjà eu un espèce de méga climax dans Infinity War, c'est difficile d'aller encore au-delà de ça dans le film d'après. Pour beaucoup, les enjeux de ce film sont similaires à ceux du film précédent, du premier film Infinity War. Donc il y a des répétitions d'enjeux, et le récit lui-même est assez bizarre pour un film Marvel déjà. Le film fait quand même 3 heures, effectivement, c'est le film le plus long, mais enfin, il y a 10 minutes du début de celui-ci qui aurait dû être à la fin du film d'avant. Et du coup, le film est beaucoup plus long à se mettre en place. Il y a beaucoup moins de combats que ce que vous pourriez croire. C'est pour beaucoup un voyage et une quête. Ça aussi dans le côté répétition, vous allez voir. Et du coup, ce voyage est pas forcément oufissime à suivre. Surtout que tu sais que c'est pas forcément la dernière chance et qu'il y a des moyens d'en avoir d'autres. Et pour beaucoup, le film est surtout composé de discussions en fait entre les membres de l'équipage qui sont enfin en train de traiter, mais en fait même de résoudre leurs dilemmes moraux qui n'ont jamais été présentés dans les films d'avant. Donc on a une bonne partie du film qui est dédiée à mettre en place tout ce qui a été pas mis en place ou bizarrement mis en place dans le film d'avant, quoi. C'est des trucs qui sont un peu particuliers. La saga a pas aidé non plus. Les 2 films qui ont été faits entre Infinity War et celui-ci, et Endgame, étaient des prequels. Et ça a été, à mon sens, la grande erreur pour bien préparer à Endgame, c'est que les 2 films qui sont sortis avant n'étaient pas vraiment là pour préparer à Endgame. Ils étaient là pour mettre en place des trucs qu'on avait oublié de mettre en place dans les films d'avant, mais véritablement te faire sentir l'impact de ce qui s'est passé dans Infinity War, te faire sentir la gravité de ce qui s'est passé dans Infinity War, et du coup te donner envie de le voir être résolu. Ça a pas vraiment été préparé correctement, quoi. Donc, il y aura forcément quelques côtés décevants à ce film. Il y aura des bonnes surprises qui vont émailler le récit et qui seront du coup les bienvenues et qui vous amèneront quelque chose d'intéressant et de satisfaisant. La plupart des choses seront satisfaisantes, mais enfin c'est pas non plus le gros point final épique qu'on aurait pu mettre, quoi. Bon, en grande partie parce que c'est pas le point final, mais voilà, je trouve que c'est bizarrement travaillé au niveau des personnages, des enjeux, des histoires, et bizarrement il y a pas tant de baston que ça, ce qui aurait pu rendre le truc un peu plus prenant. Voilà pour cette tentative d'analyse sans spoilers. Maintenant, si on peut arrêter le bullshit, vous êtes tous là parce que vous avez vu le film et que vous voulez qu'on en parle entre nous. Donc, allons-y directement pour la partie spoilers de Infinity War. Pour résumer rapidement l'histoire, donc, après que tout le monde soit mort dans le film précédent, les personnages décident de récupérer à nouveau les pierres d'infinité pour pouvoir à nouveau claquer des doigts et faire revenir tout le monde. Leur solution étant donc d'aller dans le passé, récupérer les pierres d'infinité avant que Thanos les récupère, pour les ramener ensuite dans le futur et les utiliser. Ce qui veut dire qu'il y aurait donc 2 pierres d'infinité au même moment dans une timeline. Et c'est là que va arriver mon premier problème. L'histoire globale tourne autour de ça et du voyage dans le temps. Et le voyage dans le temps passe par Ant-Man et la dimension quantique. Et c'est là que je comprends pas déjà le choix du film. Parce que dans leur dimension à eux, dans leur présent, Thanos il les a pas détruites les pierres d'infinité. Il les a réduites à l'échelle quantique. Donc tu te dis, bah en fait c'est super simple, tu réduis Ant-Man à la bonne taille, il va te chercher les pierres de l'infinité et il te les ramène. Voire même tu trouves je sais pas, c'est du comics, hein, tu trouves une machine qui va te les localiser d'elle-même et qui va te les ramener ensuite, et ça peut régler le truc super facilement. Et non, les gars décident de te faire une histoire complètement tarabiscotée à base de voyage dans le temps, avec la scène spéciale voyage dans le temps pour te dire ouais mais en fait le principe du voyage dans le temps, les autres films l'ont mal fait, etc. Alors qu'en fait c'est une scène pour les dédouaner de faire de la merde au niveau du voyage dans le temps. Parce qu'en vérité, oui, évidemment, toute action que tu prends sur le passé va forcément impacter le futur. Ça paraît tout à fait logique tout de même. Et en fait, si vous regardez bien, la raison pour laquelle ils le présentent comme ça, c'est parce que du coup, ça leur permet quoi ? Ça leur permet de revisiter les anciens films, sans foutre en l'air de la continuité à cause du voyage dans le temps,
et te faire croire que tout a été préparé et mis en place dans la saga avant, et que tout ça a été bien construit et préparé, et que c'est la fin normale et amenée du Marvel Cinematic Universe. Puisqu'on retourne dans les films d'avant, c'est bien que les films d'avant servaient à faire le dernier film. Non? Eh ben non. Mais alors du coup, le voyage dans le temps était effectivement une des solutions à utiliser pour ramener tout le monde, mais pour empêcher Thanos de faire son acte final. Je veux dire, il suffit que tu renvoies Thor au bon moment, juste avant que le mec donne son coup de hache, et c'est bon. Ou alors, si on veut vraiment fonctionner dans le principe que le passé ne change pas le futur, tu réunis les pierres de l'infinité dans le futur, comme je le dis, avec le saut quantique, et tu fais revenir tout le monde à ce moment-là. Et du coup, tu évites d'avoir toutes les emmerdes qui sont créées ensuite par le film, quoi. Et par Nebula, qui fout en l'air cette règle qu'ils ont créée eux-mêmes pour le film. C'est quand même un truc assez dingue. T'as une scène entière pour te dire, oui, mais en fait non, parce que si tu vas du futur dans le passé, du coup le passé devient le présent, et du coup le machin, etc. Donc ils font tout un tas de trucs pour te dire, le futur peut pas influencer le passé. Nebula débarque, à la seconde où elle arrive, elle est connectée, tu sais pas pourquoi, par le Wi-Fi intergalactique, à son double de la même époque, et elles se mettent à partager leurs souvenirs. Alors que la meuf est bien une meuf du futur, quoi. C'est pas la même qui est en train de revenir, c'est une meuf du futur. Elle a pu faire évoluer en plus ses composants, des trucs dans ce genre-là. Non. C'est la meuf, elle se reconnecte au truc, et du coup, ça permet à Thanos d'avoir un moyen de revenir et de redétourner l'histoire, etc. Et tu fais, mais... Vous avez créé une règle pour dire qu'il fallait faire ce voyage dans le temps et que c'était la seule solution, et vous la foulez au pied dès que vous arrivez, si ça sert le scénario. C'est vraiment la façon d'écrire de Marvel à 200%, quoi. On va te faire une règle, et puis juste après, si elle nous pose problème, on va dire qu'elle n'existe plus. Parce que, en plus, autre problème de ce voyage dans le temps, c'est que, donc, Scott revient après 5 ans dans la dimension quantique, et te dit, oui, mais alors en fait, dans la dimension quantique, le temps il avance pas à la même vitesse, donc du coup, moi, les 5 ans, en fait, c'est devenu juste 5 heures. Et bah, c'est pas ce que racontait la gueule de Michel Pfeiffer dans le film précédent. Parce que je vous rappelle que dans Ant-Man 2 and the Wasp, qui justement mettait en place la dimension quantique, soi-disant pour préparer à ce film, et ben on a mis en place que dans la dimension quantique, le temps il passait normalement, puisque Michel Pfeiffer est revenu avec les cheveux ultra longs, qui lui traînaient jusqu'au cul, tu sais même pas comment elle s'est nourrie dans la dimension quantique, mais la meuf avait survécu 30 ans en dimension quantique, et avait vieilli 30 ans en dimension quantique. Donc tu sais pas pourquoi, d'un seul coup, là, quand on arrive dans Endgame, on te dit non, en fait, le temps il était ralenti. Ah bon, mais c'était pas comme ça dans le film d'avant. Encore une fois, la cohérence, la construction de saga. Magnifique! Qui plus est, ça prouve que c'était une très mauvaise décision, comme je l'ai dit vite fait dans la partie hors spoiler, de faire Ant-Man and the Wasp et Captain Marvel des prequels de Endgame. Et de Infinity War, du coup. Parce que du coup, t'as passé 2 films dans une ambiance tout à fait normale, où t'as pas senti du coup les conséquences du claquement de doigts final de Thanos sur le reste de l'univers. Et justement, le truc, c'est que ce film, comme je vous l'ai dit, a un défaut très spécial. Il récupère 10 ou 20 minutes qui auraient dû finir Infinity War au tout début de ce film-là. Ensuite, il te fait une pause de 5 ans. Et après, tu démarres la vraie histoire de Endgame, où les Avengers vont essayer de retourner dans le passé pour pouvoir empêcher Thanos de faire ce qu'il a fait. Donc, ces 5 ans, comme tous les trucs vraiment graves et intéressants qui se passent dans le MCU, genre par exemple la mort de l'oncle Ben, la réaction de Tante May quand elle voit que son neveu, enfin que Peter est Spider-Man, etc. Et ben tout ça, ça a été passé sous silence, tranquillement. Et du coup, on peut juste enchaîner le film avec, depuis 5 ans, il y a plus personne. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est Thanos a quand même supprimé que 50% de la population mondiale, t'as l'impression qu'il reste 10% de la population mondiale sur la Terre en fait. C'est que quand tu vois les trucs, tout est abandonné, tout est vide, il y a personne, ça va, il reste du monde sur Terre quand même, quoi. Les rues vont pas être désertes avec des quartiers entiers complètement abandonnés, des machins. Enfin, à un moment, faudrait arrêter de déconner un petit peu aussi, quoi. Puis toutes les familles entières ont pas forcément disparu non plus, tout ensemble dans les mêmes groupes. Enfin, oh là là. Donc enfin bref. Donc voilà, ces 5 ans-là, c'est 5 ans qu'on aurait dû explorer avec, du coup, ces autres films. Peut-être même avec Ant-Man, directement, avec Ant-Man 2 and the Wasp. Mais en tout cas, Captain Marvel, par exemple, elle aurait pu tout à fait arriver comme ça pendant les 5 ans entre 2 trucs. Ça aurait pu être un peu plus intéressant et ça aurait un peu mieux justifié tous les trucs du scénario, comme le fait qu'elle soit pas revenue quand il y a eu Thanos la première fois, etc. Enfin, c'est bon, évidemment, elle était pas prévenue, mais cela dit, voilà, Nick aurait pu la prévenir aussi quand il y avait un truc aussi gros qui arrivait, je veux dire, enfin bon, bref. Donc ces 5 ans auraient dû être explorés et ils ont été passés sous silence pour être utilisés dans ce film comme simplement une ellipse. Et le problème, c'est que c'est justement tout ça qui fait que le film a du mal à tenir au niveau de ses enjeux. C'est-à-dire que le film commence, et pendant 15 minutes, on va juste finir le film d'avant.
C'est-à-dire que depuis 2 ans quand même que le film doit sortir. 1 an du coup, non, il est sorti l'année dernière. Donc depuis 1 an que le film doit sortir, on attend de savoir ce qui arrive à Tony, on attend de savoir ce qui arrive à machin. En fait, tout ça c'est réglé dans les 10 premières minutes. Ensuite, ellipse de 5 ans, toutes les conséquences complètement oubliées, tu envoies 2 scènes juste après avec Captain America et Black Widow qui discutent vite fait du fait qu'il n'y ait plus personne. Et après, le plan commence à se mettre en place parce que Scott est en train de revenir. Et le problème, c'est que du coup, t'as déjà passé 40 minutes. Ça aide pas du tout les enjeux, en fait, à se vendre et à devenir intéressant, du coup, pour la suite du film. Surtout quand ils ont l'air de sortir de nulle part et qui n'ont aucun sens, comme je vous l'expliquais avec le truc du voyage dans le temps. Un dernier petit truc, d'ailleurs, sur ce voyage dans le temps. 2 derniers. Il y a une machine et des combinaisons. Sauf que quand les gars sont dans le passé, bah comme on peut pas dire qu'ils sont bloqués parce qu'ils ont pas de machine, sinon ça avance pas au niveau du scénario, et ben on va t'inventer qu'en fait la combinaison elle-même permet de calculer et de programmer un voyage dans le temps. Et du coup en fait tu sais plus à quoi sert la machine. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une machine à la base pour t'envoyer dans le passé, alors que quand ils sont dans le passé et qu'ils veulent faire un saut encore plus tôt dans le passé, ils peuvent le faire juste en tapotant sur leur clavier et leur truc manuel quoi, et leur combinaison le font toutes seules. Et l'autre truc qui est très intéressant avec cette machine et ses combinaisons, c'est que ça te fasse voyager dans le temps, on va très bien. Pourquoi te voyager dans l'espace? Parce que, genre, il y en a qui retournent dans le passé avec un vaisseau sous la main pour pouvoir ensuite voyager et retourner dans un endroit intéressant. Par contre, il y en a d'autres qui sont directement transportés à Asgard. Vous voyez de qui je parle du coup, hein, Thor et Rocket. Et alors du coup, pourquoi est-ce que eux on les a amenés directement là où il y a la pierre, enfin là où il y a le truc à faire du coup, alors que les autres doivent se taper de la route, du vaisseau, des machins, enfin vous vous rendez compte que tous les personnages suivent des règles différentes en fait dans votre truc, enfin tous les trucs partent dans un sens différent et que ça va uniquement vers ce qui arrange le scénario en fait. Du coup alors, ce voyage dans le temps, ils l'utilisent pour pouvoir réexplorer certains films passés. Ce qui est intéressant, c'est que donc le film est réalisé par les frères Russo, comme vous le savez, ceux qui sont en charge de Captain America depuis The Winter Soldier. Et du coup, ils profitent de ce voyage dans le temps pour réexplorer des films, mais principalement les films des frères Russo en fait. C'est assez rigolo. Il y a le premier Avengers, vite fait, mais ils le lient justement à Winter Soldier parce qu'ils font venir du cast de Winter Soldier à la fin de Avengers 1. Ensuite, le cast va dans un ascenseur qui refait exactement la même scène qu'il y avait dans Winter Soldier quand il y avait Captain America qui se battait contre le Shield dans l'ascenseur. Et ensuite, ils vont dans le centre où il y avait Zola. Qu'on avait aussi découvert dans le 2 du coup. Donc du coup c'est rigolo, mais principalement tu sens que c'est à eux-mêmes qui veulent faire référence quoi, et à ce qu'ils ont fait avec Captain America et des trucs dans ce genre-là. D'ailleurs au niveau référence, je sais pas si vous avez remarqué, mais au début quand il y a un groupe de discussion pour les personnes qui ont perdu des proches une fois que Thanos a claqué du doigt, dans lesquels est Captain America, et le mec qui est en train de se confier depuis le début, c'est un mec qui est en train de se confier parce qu'il a perdu son binôme et son ami ou un truc dans ce genre-là, et c'est justement l'un des frères Russo, c'est lequel du coup? Joe. C'est Joe Russo du coup, c'est le gros. Et du coup, voilà, ils font un peu allusion à eux-mêmes et se mettre dans leur film, ça va les chevilles les gars. Cela dit, pour les rattraper, ils ont quand même fait un caméo pour un autre réalisateur du MCU, c'est Jon Favreau, qui faisait donc le garde du corps de Tony Stark, et qui a une des dernières scènes du film. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a une scène quand même presque dédiée à lui. Du coup, le réalisateur qui a lancé le MCU, le mec qui a réalisé le premier Iron Man en 2008, a une des scènes finales, et donc on lui rend hommage dans le 22e film. Pour le coup, je trouve que là, c'est plutôt honnête. J'aime bien ce genre de choses. Mais donc, ils essayent de te lier ça aux anciens films, notamment le premier Avengers. Ils essayent de mélanger ça aussi un peu à Agent Carter, la série télé, enfin parce que Carter était lié au Captain America. Ils essayent de le lier à Civil War aussi, parce qu'à un moment, ils essayent de reprendre une discussion entre Tony et Steve, mais la discussion sort de nulle part, tu sens qu'ils s'engueulent pour rien, enfin c'est toujours aussi mal écrit que dans Civil War. Mais alors le problème que tout ça cause, c'est qu'en fait, tous les enjeux de ce film sont des retours des enjeux des films d'avant. C'est-à-dire que, par exemple, alors qu'on a pris 22 films à récupérer les différents MacGuffin qui étaient les pierres d'infinité, et ben là on a un film entier qui est destiné à nouveau à récupérer les pierres d'infinité, et exactement là on les a récupérées dans les films d'avant en plus. Enfin c'est... Du coup, tu retrouves ces enjeux-là, tu retrouves l'enjeu de la bataille qui est dans le premier film, et tu retrouves une certaine symétrie avec les enjeux de ce film-là, qui consiste à trouver un moyen d'empêcher Thanos de faire ce qu'il a fait, donc à nouveau, encore une fois, de l'empêcher de faire un truc.
Et on a en plus une confrontation entre deux grandes armées à la fin, alors qu'on a déjà eu le Wakanda et l'armée alien, alors qu'on a justement eu l'attaque entre l'armée du Wakanda et l'armée alien dans le film d'avant. Donc encore une fois, ici, un retour d'un enjeu déjà pris dans un film d'avant. Et honnêtement, d'ailleurs, cette bataille, il y a tellement de gens dedans, ils sont tellement nombreux, etc., que ça te fait un peu fouillis, et c'est plus compliqué à suivre que la bataille finale de Infinity War qui avait un peu plus de gueule, où tu voyais un peu plus les moments marquants des personnages. Là, tu sens vraiment qu'il y a tellement de monde que c'est bon, alors toi tu vas aller de là à là, puis toi de là à là, et puis après on va suivre ce mec là, etc. Et puis après on aura fini parce qu'on n'a pas le temps. C'est d'en montrer plus, de faire des trucs qui mettent plus de personnes en jeu, ou des batailles qui durent plus longtemps, et après tout on l'a déjà fait avant, donc on n'a pas 36 000 trucs à refaire non plus. Donc voilà, c'est un peu emmerdant tout ça, parce que ça empêche ce film d'être autonome justement. C'est ça qui est un peu con. Ça baisse un peu l'importance de Thanos. Ils avaient tellement dit qu'ils voulaient en faire le nouveau Dark Vador, le nouveau grand méchant dont tout le monde a peur, etc. Ouais, mais comme on l'a déjà battu, le mec, une fois qu'on doit le battre une deuxième fois. Bon, après, on l'avait battu, on l'avait difficilement battu, mais enfin, il suffisait que Thor ait visé 10 cm à côté et il avait la tête au lieu de l'épaule, quoi. Tu te demandes d'ailleurs comment le mec a fait pour survivre à une hache plantée jusqu'ici. Enfin bon, bref, il est surpuissant, comme on dit, mais ouais, voilà, c'est un peu compliqué de vraiment faire fonctionner les enjeux, alors que la plupart ont déjà été traités dans les films d'avant, du coup. Pareil, ils nous refont une deuxième fois la scène de la pierre d'esprit, avec Red Skull. On l'a déjà eu dans le film d'avant, et justement, les personnages, en plus, savent qu'ils vont rencontrer ce truc-là, et ils sont pas préparés, en fait. Ils viennent, ils découvrent le truc. Alors qu'ils ont eu Nebula dans le truc, qui pouvait les prévenir, parce qu'a priori Thanos était au courant, vu qu'il est venu avec Gamora, justement, pour l'avoir sous la main, pour pouvoir la jeter dans le truc. Donc tu te dis, enfin, vous êtes vraiment nuls, quoi. Vous venez même pas préparé pour ce truc-là, enfin, pourquoi vous êtes préparé, quoi. Mais là aussi, encore une fois, c'est répéter les enjeux du film précédent. Et c'est d'autant plus compliqué que ils te font des enjeux dans cette personnel au niveau des personnages, qui ont vraiment, pour certains, pas eu du tout été travaillés dans les films d'avant, justement. D'où est-ce que Thor a autant de remords avec la mort de sa mère? Jamais on a abordé ça dans aucun des films, quoi. C'est même la mort de Odin, il en a pas vraiment reparlé à ce point-là. T'avais l'impression que c'était réglé, passé, qu'il y avait jamais eu de problème avec ce truc-là, et là d'un seul coup, c'est oh maman. Enfin, ça avait l'air d'être passé quand même comme truc. De même, la relation entre Steve et l'agent Carter, t'avais l'impression que c'était un petit peu passé dans le deuxième film, dans Winter Soldier. T'avais l'impression qu'il évoluait pour aller vers la nièce de Carter. Enfin, t'avais l'impression que cette histoire-là, elle était un peu passée, quoi. Que c'est bon, c'était fini, quoi. Au final, pas tellement. Oh d'ailleurs, alors dans le genre drôle d'enjeu et personnages bizarrement traités, est-ce qu'on pourrait m'expliquer pourquoi c'est pas Bucky qui va parler au Captain à la toute fin pourquoi son meilleur ami reste derrière et t'as Falcon qui débarque pour être adoubé le nouveau Captain America, alors qu'on l'a tellement pas vu dans les films qu'il a vraiment pas encore le charisme pour devenir Captain America, quoi. Il l'est dans les comics, donc c'est logique, mais dans le film il a jamais été vendu correctement, Falcon. On l'a vu vite fait dans Ant-Man à la fin de Avengers 2 et c'est tout, quoi. Enfin, et dans Civil War, et dans Winter Soldier, vite fait. Mais il apparaît, si on cumule tous les films, il doit être là 20 minutes, quoi. Et tu fais pas devenir Captain America un mec qui a été là pendant 20 minutes. Je suis désolé, il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a pas le grandiose, il y a pas tu sens pas la vraie passation, tu sens pas la vraie relation d'amitié, il y a des relations qui ont pas été vraiment abordées entre deux films, enfin, voilà, c'est vachement bizarre, comme cette façon qu'ils ont de traiter les personnages et de traiter les enjeux des personnages. Enfin, je trouve vraiment qu'il y a un truc qui est bizarrement foutu, quoi. Ce qui est dommage, parce que au tout début du film, le film avait l'air de très bien gérer les enjeux, parce que la première scène, c'est donc la scène avec Hawkeye qui perd ses enfants, et du coup, ça te replonge bien direct dans ce qui s'est passé à la fin de Infinity War, du coup. Mais encore une fois, on aurait pu avoir ça en scène pré-générique, comme d'habitude, le générique, donc Marvel Cinematic Universe, et ensuite débarquer 5 ans plus tard et la solution au problème, quoi. Si on avait en plus vendu Captain Marvel qui fait revenir Tony à la fin de Captain Marvel, par exemple, un truc dans ce genre-là. Enfin, si on avait, encore une fois, traité cette saga comme une vraie saga, quoi. Lui de faire des films au dernier moment parce qu'on a oublié de les préparer ou des trucs dans ce genre-là et des machins. Enfin, c'est quand même très bizarrement foutu, tout ce truc-là. Mais du coup, oui, le fait d'aller chercher les enfants de Hawkeye au début et de démarrer avec leur disparition, pour le coup, c'était un truc intéressant qui aurait pu amener des enjeux. J'aime bien ce que devient Hawkeye en plus, juste après. Je trouve que pour une fois, c'est un mec qui fait vraiment super-héros, et c'est un super-héros que j'aurais envie de suivre, en fait, dans le Marvel Cinematic Universe. Ils n'arrêtent pas de dire, oh mon dieu, mais qu'est-ce que tu es devenu? C'est le seul mec qui est utile depuis le début du MCU, bordel, foutez-lui la paix, hein. C'est pas possible. Donc ça aurait pu être marrant, ça aurait pu être sympa. Sauf que, immédiatement après le générique, on n'a pas 5 ans plus tard et les conséquences, on a Tony Stark et Nebula qui jouent
au foot-pouce. Le retour, encore une fois, de l'humour du Marvel Cinematic Universe, qui vient un petit peu foutre en l'air le truc. Tu peux pas faire foutre Tony Stark qui joue au foot-pouce avec Nebula, et juste après le faire aller avec son casque faire son discours de pré-mort pour essayer de lui transmettre et qu'elle le reçoive un peu plus tard. Tu peux pas faire des trucs comme ça. Il y a un moment, si tu veux que le début soit triste, fais un début triste. Et justement, à ce moment-là, on verra la progression, quoi. On verra l'humour revenir petit à petit dans le film, et on verra du coup ce truc-là redébarquer. Ça aura pu redébarquer avec Scott, justement, avec Scott Lang. Et au début, être vachement triste. Mais non, t'as le foot-pouce au milieu, quoi. Ils sont en train de faire un jeu débile sur une table dans un vaisseau spatial, alors qu'ils sont en train d'être déprivés d'oxygène, machin. Ah! Donc, l'humour vient, encore une fois, foutre un peu la merde dans les enjeux. On a un moment où on va récupérer Hulk, qui est en train de nous expliquer que Banner a réussi à contrôler le Hulk. Et à ce moment-là, d'un seul coup, t'as la scène qui est complètement interrompue par des gamins qui débarquent et qui viennent te dire « Hey, est-ce qu'on peut faire un selfie, monsieur Hulk ?» etc. Avec le grand sourire aux lèvres, etc. Tout le monde est joyeux, etc. Les scènes d'avant, 50% de la population avait disparu. Quand Scott Lang avait croisé un gamin dans la rue, le gamin l'avait regardé, avait même pas voulu lui parler et était parti. Enfin, c'est... D'un coup, vous voyez comment l'ambiance globale change en un plan, quoi. Enfin, en une scène. T'as une scène où t'as Scott qui débarque dans la rue. Il y a un enfant à côté, c'est des détritus partout, tout est à l'abandon. Le truc vraiment, c'est genre 28 jours plus tard, quoi. Le mec qui se réveille dans 28 jours plus tard, il retrouve sa fille, il va parler au mec, scène d'après on est avec Hulk et les gamins, on peut faire un selfie? Ouais, viens, on fait un selfie avec ta mère qui a disparu il y a 5 ans. Je sais pas, il y a un truc soit le gamin que Scott a croisé avant aurait dû lui parler, lui répondre et pas faire son traumatisé autiste, là, soit ces gamins-là sont en trop. Mais il y en a un des deux qui va pas. Et je vous dis encore une fois, c'est ça les problèmes des sagas et du Marvel Cinematic Universe en général, la cohérence. Mais là, dans le même film, t'as des trucs qui sont pas raccords, quoi. Ensuite, t'as toutes ces scènes où ils sont en train de tester le voyage dans le temps, et où, en fait, c'est le temps qui teste le voyage dans Scott, comme ils disent. Là encore, d'un coup, t'as une scène qui, pour le coup, est vraiment axée à 100% humour. La scène marche, la salle a rigolé, etc. Mais ça fait 40 minutes que t'es dans un truc dépressif où tout le monde est mort et qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et Scarlett Johansson qui pleure et tout bordel. Et je vous dis, ça fait bizarre les trucs. Quand on va à New Asgard, on a une musique au ukulélé, putain de merde! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et alors, le passage Thor dans New Asgard. Excusez-moi, mais on est d'accord que c'est une énorme parodie d'Aquaman. Le village de pêcheurs en bord de mer, dans une région qui fait un peu gaélique, un peu ancien, machin, un peu viking, un peu tout ce que vous voulez. Le mec en mode grosse loque avec ses cheveux qui sont à moitié décolorés blonds de surfeur, quoi, qui lui descendent jusque-là alors qu'il s'était coupé jusque-là, comme moi, dans Thor Ragnarok, et que c'était la méga évolution du personnage. Et alors, ça c'est un pote qui m'a dit ça. Tu as très bien noté, Raphaël. Thor, dépressif et alcoolique, est plus alcoolique que ne l'a jamais été Tony Stark dans tout le MCU. Phase 1, 2 et 3 incluses. Stark a eu une scène où il était bourré dans sa tenue, dans sa combinaison dans Iron Man 2. C'était censé être le mec qui était drogué et alcoolique de l'histoire. Ils ont pas été foutus de le faire en 22 films, mais d'un seul coup, ils vont te foutre ça sur Thor. Et tu fais... Pourquoi? En plus, t'as la discussion, quoi. C'est les mecs qui font... Le mec, donc, est dépressif et ravagé parce que il a pas visé la tête directement, et donc, du coup, il a pas réussi à empêcher Thanos de faire son truc. Oui, effectivement. C'est pas la première fois que t'échoues. T'as perdu ta ville aussi, un petit peu avant, mais t'avais quand même sauvé les Asgardiens. Enfin, c'est... Ça, c'est en train de te déprimer totalement, etc. Enfin, c'est comme le traumatisme de Tony par rapport aux extraterrestres dans Iron Man 3. J'ai jamais compris d'où c'était venu. C'est un esprit aussi brillant et qui est capable de créer autant de concepts de machin, et le mec est terrassé à l'idée d'apprendre qu'il y a des aliens. N'importe quel scientifique actuel te dit oui, bien sûr qu'il y a des aliens quelque part. Enfin, c'est une logique, c'est une probabilité mathématique très forte. Mais Thor, c'est Aquabro, quoi. C'est une parodie d'Aquabro presque, je trouve, pour moi. Et donc avec son bide à bière là énorme, c'est... Ouais, je sais pas trouvé ça très ouf. Donc voilà, il y a un peu cet humour là qui vient un peu empêcher les enjeux d'être créés. Il y a d'autres trucs qui empêchent les enjeux d'être créés. C'est vraiment le refus de la part du film de tenir tes enjeux. Typiquement, quand Tony Stark enregistre son message d'adieu à Pepper Potts, il lui dit « Je crois qu'on approche de... tu sais quoi ?
Et tu fais, vraiment, vous avez l'impression que l'audience va partir dans une dépression telle qu'elle sera incapable d'aimer le film si jamais vous faites dire à Tony Stark, on approche de la fin. Parce que c'est ça, c'est la seule et unique raison pour laquelle le personnage ne prononce pas tel quel les mots, c'est la fin. Enfin, on approche de la fin, c'est peut-être la fin. C'est uniquement ça, c'est uniquement pour que ne pas mettre une idée trop négative dans la tête du public au début du film. Je suis navré, mais enfin quand même. Pareil, l'arrivée de Captain Marvel au bout de 5 minutes du film, ça réduit encore les enjeux, parce qu'au début tu dis, bah en fait ça va être super compliqué pour Tony de revenir, et puis une bonne partie du scénario, ça va être Tony qui essaye laborieusement et désespérément de revenir, et il arrivera genre jusqu'au combat final. Non! Au bout de 10 minutes, c'est bon, c'est fini, c'est plié. Pareil, alors dans le fait de pas vouloir mettre des enjeux, mettre des trucs graves, il y a le moment où Scott débarque dans le monde 5 ans après, et découvre les monuments aux disparus. Ce que je trouve être une très très bonne idée pour le coup d'avoir fait des monuments comme ça. Le truc c'est que ils ont fait un monument aux morts et aux disparus ultra positif à la Marvel. Donc il y a des stèles, mais alors les stèles elles sont pas noires, elles sont pas un truc bien noble, bien machin. Non, c'est du gris un peu dégueu, un peu dégueulasse, un peu marron plutôt, qui est pas très vendeur, quoi, qui fait pas très noble, qui fait pas très dur, grave. C'est mis en cercle comme ça dans un petit champ de verdure, donc c'est magnifique. Il y a des petits arbres, il y a de la pelouse, il y a des machins. C'est rien qui fasse très recueillement, très très machin. Les cimetières sont souvent à côté de la verdure, bien sûr, mais là du coup c'est vraiment un parc en fait. C'est un parc et puis t'as des pierres au milieu et ça fait pas très très noble. Surtout quand tu filmes ça en plein soleil. Mais surtout dans Infinity War, chacun se séparait pour faire un truc essentiel et très important et très différent les uns des autres. Et là, en fait, ils se séparent tous dans des groupes pour tous faire la même chose, donc récupérer des pierres d'infinité, dans des moments particuliers, donc qui peut être propice au combat. Et pourtant, les groupes font un peu bizarre, genre, ils foutent les deux humains ensemble. Les deux mortels, Hawkeye et Black Widow. Et tu fais, bah, vous allez quand même récupérer un truc très puissant, vous êtes poursuivi par des gens qui sont très puissants, est-ce qu'il faudrait pas quand même qu'il y ait un mec légèrement immortel dans le groupe, quoi? Parce que je vous rappelle quand même que ce soit Spider-Man, bon, il est pas là, mais que ce soit Spider-Man, Captain America et tout le bordel, sauf Iron Man, quand ils se prennent des coups dans la gueule, les mecs ils survivent très 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 facilement. Et une petite arme bien évoluée, un pouvoir spécial, un machin genre là, ça pourrait être vachement utile, quoi. C'est bon alors après ils vont récupérer la pierre de la pensée. Y a pas c'est celle qui se récupère sans combat, donc tant mieux quelque part. Mais ils ne le savaient pas forcément en y allant, puisque manifestement ils savaient même pas comment la récupérer. Donc de base, tu vas préparer avec quelqu'un qui peut se battre, quoi. Iron Man, Captain America et Ant-Man envoyés en même temps. Ça fait tu mets toutes tes meilleures cartes dans les mêmes trucs en fait. Tous les plus importants, tous les plus puissants, tu les mets ensemble et d'un seul coup ça fait un truc un peu particulier. Bon, je comprends l'envie de réunir Tony et Steve, mais Scott par exemple, je vois pas trop ce qu'il fait là. S'il avait été mis en aide avec Steve par exemple, ça aurait pu faire le truc. Un qui est très puissant et un qui est un humain normal. Là, ça aurait un peu plus équilibré le truc. Je comprends pas non plus pourquoi est-ce que c'est Hulk qu'ils envoient aller voir l'ancien. C'est pas le mec qui inspire le plus confiance justement quand tu débarques, donc tu te dis bah on voit, je sais pas, Scarlett Johansson, une nana qui va pouvoir arriver et essayer de lancer le dialogue et discuter pour convaincre justement. Scarlett Johansson elle est douée pour parler normalement. Ou le Captain par exemple, c'est un mec qui est l'ancien est très basé sur le fait qu'il soit respectable comme mec, et quand on veut que tu nous confies une pierre d'affinité aussi importante, on veut que la personne soit digne de confiance. Steve Rogers, ça aurait été intéressant à envoyer par exemple. Peut-être. Voilà, donc ça vient grosso modo régler le problème des enjeux. Trop de personnages avec trop d'enjeux, trop similaires, trop déjà vus dans les films d'avant. Tout passe du coup un peu trop vite, même si le film fait 3 heures. Comme tu dois mettre 10 minutes du film d'avant, plus tout le reste, t'as beaucoup d'éléments, et du coup, chaque élément est présenté genre une fois maximum à l'écran, et ensuite, on passe le reste de l'histoire, et ensuite, ça sera traité quand ce sera fini. Donc du coup, ça passe un peu rapidement, et c'est un petit peu moins satisfaisant que ne l'était Infinity War. Pour le reste, si vous êtes intéressé uniquement par le divertissement, pourquoi même regarder une critique, en fait? Si seul le divertissement vous intéresse, pourquoi regarder une critique? Et effectivement, si on se base uniquement sur le divertissement, le film va passer, et le film est sympa. Ça valait pas une préparation aussi longue, qui d'ailleurs n'a pas été préparée, ça valait pas autant de trucs à vendre, ça valait pas de te vendre Captain Marvel juste avant, parce qu'elle est franchement pas si essentielle, importante ou quoi que ce soit, Mais, le film fonctionne. Voilà. Pas dire l'inverse, le film fonctionne. Maintenant, pour autant de millions et autant de budget et un tel projet, qu'un film fonctionne, ça me paraît un peu le strict minimum. Parlons du coup des défauts de continuité, en général.
Le premier que j'ai remarqué, et ça me tue parce que je me pose cette question depuis le début de la phase 2, c'est qu'est-ce que c'est que ce bordel avec le réacteur de Tony? Donc dans ce film-là, le réacteur de Tony, c'est littéralement un truc qui est collé avec un sticker sur sa poitrine, quoi. Il y a même plus un trou dans sa cage thoracique. Le réacteur ne sert pas à retenir les éclats de shrapnel, ne sert pas à faire quoi que ce soit. Donc il a juste une source d'alimentation pour ses armures qui ont des sources d'alimentation intégrées sur son torse. C'est... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas quel est le sens du truc. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. C'est... Ensuite, par rapport au premier film Gardien de la Galaxie, la pierre d'infinité était quand même déjà pas très bien protégée à la base. Vous êtes d'accord avec moi? Le mec, il avait quand même, Peter, il avait juste posé un appareil, je sais pas trop quoi, dans un coin. Ça avait magnétisé la boule qui était sortie d'elle-même du champ de force. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Le champ de force qui était toujours en marche alors que la civilisation qu'il avait créée était détruite et avait disparu depuis des années et des années. Mais alors là, du coup, pour récupérer la pierre d'infinité, Nebula passe simplement la main à travers le champ de force, récupère le truc et le sort. Et comme elle est robotisée, et ben ça lui fait la main de Terminator, et elle récupère le truc comme ça. Et tu fais, sérieux, un truc aussi puissant, aussi dangereux. Déjà, c'était pas très bien protégé dans le film, mais alors maintenant, je comprends pas comment personne n'a pu trouver cette pierre d'infinité avant, quoi. Enfin, fallait vraiment être débile pour pas tomber dessus et pas l'avoir sans problème, quoi. Quand Thor revient dans le passé et voit sa mère, il récupère aussi Mjolnir au passage. Mais du coup, tu fais, parce que il vient de t'expliquer avant, du coup, le futur change pas le passé. Donc en fait, le passé dans lequel il vient d'aller récupérer le marteau, il va rester tel quel. Ce qui veut dire qu'il y a un Thor dans un passé bizarre qui n'existera plus vraiment, qui a perdu son marteau. Et dans cette dimension, dans ce moment du temps où où le Thor du futur est revenu dans le passé et où il a piqué le marteau, voilà, et ben ce Thor-là, du coup, le Thor du passé, il a plus de marteau. Donc lui aussi, il va devoir aller se faire forger une grosse hache quelque part, parce qu'il a plus son arme principale, quoi. Et il fait, quel enculé, quoi, le mec est parti en ce moment avec le truc, alors qu'il a déjà sa hache quelque part. Enfin, t'en avais vraiment besoin, et du coup, tu le mets dans la merde, là, ton collègue, enfin, ton toi-même du passé. Enfin, c'est... À quel point ces films se foutent des conséquences, c'est incroyable. Pareil, alors, donc Peter Parker avait disparu, il était parti en fumée poussière, et ils les ont fait revenir 5 ans après, sans rien avoir changé des 5 ans qui se sont passés entre les deux, quoi. Ils font juste revenir les personnes qui ont disparu il y a 5 ans. Donc Peter revient, tel qu'il a disparu il y a 5 ans. Il retourne dans son lycée, qui est a priori le même lycée, et il a son collègue, son pote, the man on the chair, comme ils avaient dit, donc son pote asiatique, qui a lui aussi gardé le même âge, et qui est revenu. Alors est-ce qu'ils vont nous sortir du coup que en fait ils avaient disparu tous les deux à la fin de Infinity War, et que du coup ils sont revenus tous les deux? Bah quelle chance! Ça veut dire que du coup, quand on fait un nouveau film, dans ce nouveau film, rien n'a changé par rapport à Infinity War et à Endgame, et du coup, tu peux les faire sans problème et sans avoir à te poser de questions sur ce qui a été fait avant. Encore une fois, qu'est-ce que c'est travailler le Marvel Cinematic Universe? Alors du coup, il y en a beaucoup qui doivent penser encore une fois que je crache à mort sur le Marvel Cinematic Universe. Donc je vais terminer cette partie en faisant un retour de ce que j'ai détesté, à ce sur quoi je suis perdu, à ce que j'ai aimé. Vraiment aimé du coup sur la fin. Et il y a quelques problèmes de point quand Tony débarque et qui fait une grosse embrassade à Pepper Potts, ils sont flous. Enfin, lui en particulier, il est flou dans presque tous les plans, et des plans où il devrait être net, pas des plans genre où c'est Pepper qui est net et donc lui est flou. Non, des plans où ils sont tous les deux flous et lui, tu sens que le point devrait presque être fait sur lui, mais il y est pas. Et du coup, c'est voilà, des plans qui sont moches et qui sont flous. On tourne en numérique. Si on n'est pas capable de voir aujourd'hui, quand on tourne en numérique, qu'un plan est flou au tournage, faut virer le caméraman, quoi. Mais ça peut être, je sais pas, le premier jour de tournage, par exemple. On sait pas, le mec est pas encore bien réveillé, voilà. Tony, bloqué depuis 22 jours dans un vaisseau, débarque sur Terre. T'as l'impression que le mec sort d'Auschwitz. Le mec est rachitique, il a une perf de glucose, un machin, enfin tu comprends pas trop. De ce que t'as compris quand Captain Marvel est arrivé, elle a priori ramené le vaisseau sur Terre en quelques secondes. Surtout que ça disparaît, genre quasi 2 scènes après, dans ce genre-là, quoi. Ben non, il y a la pause des 5 ans entre les deux, donc voilà, ça disparaît entre les deux. Je trouve qu'en 22 jours, se réduire en volume et en masse musculaire à ce point-là, c'est un petit peu exagéré tout de même. Cela dit, j'ai un gros doute. Ils ont utilisé des lentilles extrêmement bizarres dans ce film,
qui font que c'est probablement des grands angles, mais très bizarrement amortis, qui font que le centre, le milieu est net, bien proportionné, et tout ce qu'il faut. Mais dès que tu commences à t'éloigner et arriver sur les côtés, les choses deviennent compressées et plus fines et plus en hauteur. Et je crois que c'est pour ça qu'en fait il a l'air rachitique, c'est parce qu'il est un peu trop sur le côté du cadre, et du côté où ça déforme un petit peu son corps, et t'as l'impression qu'il est plus grand et plus maigre du coup. Enfin, j'ai l'impression que c'est un petit problème de lentilles et de focales. Ils ont des focales qui sont un petit peu bizarres, ça fait longtemps que j'ai pas eu des focales qui déforment à ce point, dans certaines zones du cadre, le rendu des distances et des choses. Un autre truc que j'ai pas aimé, qui a été complètement oublié du film, je sais pas du tout, je sais même pas s'ils vont pouvoir l'aborder à un autre moment, vu ce qu'ils ont raconté sur le voyage dans le passé, mais il y a aucun moment où ils vont dans le passé pour aller récupérer le Tesseract, il leur échappe des mains, Loki le récupère et se casse. Et où est Loki? Où est Loki? Qui est devenu Loki? Ça veut dire quoi du coup, ce qui vient de se passer là? Est-ce que du coup ils vont nous faire un film qui va se dérouler spécifiquement dans une timeline précise, qui ne sera pas du tout la même que tous les autres trucs, pour suivre spécialement l'histoire de Loki avec son Tesseract, parce que, enfin, je vois pas trop. Ou est-ce que du coup, enfin, on va jamais en reparler, quoi. Est-ce que ça va être le dernier plan de Loki, du coup, ça va être Loki qui est disparu. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est censé être mélangé à la timeline habituelle? Est-ce qu'il est censé s'être échappé à ce moment-là, déjà, dans le truc normal? Ou c'est, enfin, non, en principe, il était en prison à Asgard pendant quelques temps, donc, enfin, voilà. Donc, encore une fois, c'est le film qui fait un truc parce qu'il veut faire un truc, mais les conséquences, rien à foutre, quoi. Oh, on va faire en sorte que Loki récupère le Tesseract et comme ça il disparaît. Ouais, et ou alors vous allez s'il nous en reparle dans 14 ou 15 films en nous disant bah oui, du coup je me suis échappé à l'époque, va quand même falloir leur sortir le coup du ouais, enfin vous aviez dit que les changements du passé n'étaient pas censés influencer sur le futur, que ce serait pas notre timeline et que du coup on verrait pas ces changements-là. C'est pour ça qu'on a claqué des doigts 5 ans après, qu'on a fait revenir les gens 5 ans après. Donc si vous nous faites revenir Loki à cause de ce passage-là de Endgame, ça va chier des bulles carrées, quoi. Je peux vous le promettre, je ne l'oublierai pas. Putain. Et enfin, un dernier petit défaut, mais très rapide. Il y a un rajeunissement sur Hank Pym qui est assez dégueulasse. Pour revenir donc à ce sur quoi je suis un peu plus partagé, il y en a certaines que j'ai déjà abordées. La sélection musicale globale, je vous dis un peu particulière. L'utilité de Captain Marvel qui est un bien parce que heureusement que c'est pas le Deus Ex Machina et le cheat ultime et le personnage qui peut absolument tout faire et sans qui on n'aurait absolument rien pu faire. Donc tant mieux à ce niveau-là. D'un autre côté, dans ce cas, pourquoi faire son film juste avant Avengers et faire Endgame et faire genre la meuf est géniale, il faut absolument qu'on la fasse revenir quand les choses sont absolument dans la merde, etc. Parce que là au final, enfin tu sais absolument pas pourquoi ils l'ont fait en fait. C'est à se demander parce que beaucoup de gens supputaient, moi parmi les autres, que si Captain Marvel ne marchait pas en tant que film, ils avaient prévu un scénario bis où elle n'était pas très importante et où du coup ils verraient s'ils allaient vraiment la mettre au centre du truc ou pas. Et j'ai l'impression qu'ils sont restés sur le scénario bis alors que le film a dépassé le milliard. Je trouve que Captain Marvel ne sert pas à grand chose dans ce truc et du coup son film juste avant ça servait absolument à rien, quoi. T'aurais pu le faire dans la phase 2 quelque part, t'aurais pu le faire n'importe où ailleurs. Enfin, ça n'avait aucune utilité à être fait à cet endroit-là. Et le personnage est pas si ouf. J'ai du mal avec le Thor, je vous dis, ça me semble un peu une parodie d'Aquaman. Il y a une scène spécifique sur les Avengers féminines. Il y a un plan spécial où il y a c'est Captain Marvel qui se donne pour mission d'aller ramener le gant et les pierres d'infinité dans une machine particulière. Et on lui dit, du coup, ça va être compliqué. Et là, il y a toutes les femmes du Marvel Cinematic Universe qui débarquent et qui disent « Mais elle va avoir de l'aide ». Et là, elles attaquent tout en même temps. Alors, certes, le Marvel Cinematic Universe n'a pas eu de femme centrale et très importante pendant très longtemps. Mais enfin, du coup, cette scène-là, elle fait un petit peu trop, quoi. Ça fait vraiment le truc, c'est la scène et le plan Woman Power. En plein milieu d'un truc où le but, c'est juste Avengers Assemble, quoi. On s'en fout que c'est des femmes, des mecs, des aliens ou des terriens, on est là pour se battre tous en même temps, quoi. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont rajouter un Groot, par exemple, non, Groot, il a disparu, mais ben non, maintenant, il est revenu, du coup. Donc, pourquoi ils ont pas rajouté un truc comme ça au milieu? C'est la scène Female Power. Vraiment? Ça, pour le coup, c'est peut-être le résultat du milliard qui a été fait par Captain Marvel. Et alors, il y a un truc que j'ai pas compris pendant toute la scène de fin, ça paraît probable, parce qu'il y a des vaisseaux qui volent, des trucs dans ce genre-là, mais enfin, tout de même, je me suis demandé pendant toute la séquence, à quoi s'accroche Spider-Man?
Parce qu'on est quand même sur une grande plaine à ciel ouvert, il y a rien, il y a un vaisseau à un moment, il tombe, et donc à quoi il s'accroche quand il vole et qu'il fait ce truc, je sais pas. Il s'accroche aux méchants, les méchants le laissent s'accrocher comme ça tranquillement à la paroi, enfin, si c'est un vaisseau ils peuvent pas le voir, mais enfin si c'est les grosses chenilles bizarres là ou les machins, il y a des soldats un peu partout, enfin bon bref. Voilà, ça c'est ce sur quoi j'avais un doute, donc terminons en beauté sur ce que j'ai aimé du coup dans le film. J'ai aimé le fait que beaucoup de plans, en particulier sur l'espace quand Tony est seul, beaucoup de plans sont larges et beaucoup plus larges que ce qu'il y avait dans le film d'avant, et du coup il y a un sentiment de grandiose qui est un peu plus rendu, notamment sur la bataille finale, le climax. Il y a un peu plus de plans pour te donner vraiment la sensation du truc, et une très bonne profondeur en 3D du coup. Même s'il n'y en a pas des milliards et des milliards, beaucoup de scènes sont que des scènes de discussion, donc voilà. Mais quand même, sur certains plans, il y a des trucs qui sont un peu plus intéressants. Au niveau plan large et impressionnant. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait un petit peu de sang dans le scénario de Hawkeye. Le mec, bon, il y a une décapitation de Thanos à un moment, mais il y a aussi Hawkeye qui tranche la gorge d'un Yakuza, des trucs dans ce genre-là. Et j'ai bien aimé le fait que pour Hawkeye, on ait un petit peu de sang et d'enjeu. Pour le coup, je trouve que ça a vraiment un petit peu de couille dans le Marvel Cinematic Universe, et que ça, pour le coup, c'est pas mal et ça passe bien. J'ai aussi, puisqu'on est sur Hawkeye, beaucoup aimé du coup la scène qu'il a avec Black Widow, et ils doivent décider qui va se sacrifier du coup pour la pierre de l'esprit, et le fait qu'ils s'engueulent un peu l'un l'autre. Je trouvais que du coup c'était intéressant parce que grâce à Joss Whedon, la relation entre Black Widow et Hawkeye a été travaillée depuis le premier Avenger, et donc du coup tu sais qu'il y a cette relation d'amitié très bien instaurée entre eux, et je dis c'est pour ça que c'est Joss Whedon, c'était dans les débuts de ces personnages-là, de Hawkeye et de Black Widow qu'on a introduit ce truc-là. Donc ça, pour le coup, comme ça a été bien introduit, ça a une belle conclusion, et je trouve que la fin marche bien pour cette scène-là en particulier. D'autant que c'est deux personnages qui sont mortels. J'ai aussi aimé beaucoup de choses avec Captain America. Bon, la blague, c'est le cul de l'Amérique, j'ai pas trouvé ça forcément extraordinaire, surtout qu'il a pas forcément un très joli cul, mais j'ai trouvé ça très 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 cool que Captain America récupère le marteau de Thor et réussisse à l'utiliser. Je trouve que c'est très bien trouvé, une belle conclusion, et là aussi, merci Joss Whedon, c'est un truc qui a été mis en place dans Avengers 2. J'ai bien aimé le fait qu'ils aient réutilisé le truc qui a été mis dans les comics et qui avait scandalisé les fans à une période il y a peu de temps, où ils avaient fait dire Hail Hydra à la fin d'un comics à Captain America, et les mecs avaient dit quoi, Captain America fait Hail Hydra, et tu fais mais les gars, ça peut être n'importe quelle histoire, il peut être intégré, en infiltration, il peut être en tout ce que vous voulez, pourquoi vous prenez la tête sur un truc à la con, c'est juste une fin de comics, évidemment que c'est fait pour que vous réagissiez un peu, mais enfin évidemment qu'ils vont pas le faire rejoindre Hydra non plus, mais du coup j'ai trouvé ça bien de le récupérer ici. Et enfin, je dirais que un des plans les plus sympas du film est un plan sans effet spécial, c'est un plan séquence. C'est le plan séquence final pendant la cérémonie par rapport à Tony Stark, où on a la caméra qui passe sur chaque membre de l'équipe. Ils sont un petit peu trop, à mon sens, séparés au niveau de leur groupe, mais je trouvais que le plan du coup était plutôt joli, que ça faisait un plan qui était bien posé, qui du coup pouvait s'apprécier tranquillement, et qui avait un côté marquer la fin et marquer la fin d'une période. À ce propos d'ailleurs, petit détail, il y a un gamin dans le groupe que vous avez probablement pas reconnu, parce que moi aussi, j'ai vu ce gamin, j'ai tiqué, je fais c'est qui ce mec là? Ils sont en train de nous préparer un mec pour un prochain film, un truc dans ce genre là, et du coup je suis allé me renseigner un petit peu. Le gamin qui fait adolescent, qui ressemble un petit peu à Spidey du coup, à Peter Parker, en fait c'est le gamin d'Iron Man 3. Et du coup, je suis retourné le voir, parce que si vous le voyez pas, vous allez être paumé un peu comme moi, du coup, à la fin du truc. C'est le gamin d'Iron Man 3, chez qui Tony s'était arrêté pendant un moment. Ce qui me rappelle d'ailleurs que Iron Man 3 a été écrit par Shane Black. Et apparemment, c'est le kiff de Shane Black, c'est de foutre des gamins dans ses films d'action, parce qu'il a aussi foutu un gamin dans Predators. Et donc, en fait, c'est lui, le gamin. C'est pas un super-héros qu'on n'a pas encore présenté. C'est le gamin d'Avengers 3, en fait, mais qui a grandi entre temps, du coup. Et donc voilà, moi, j'étais un peu perdu en voyant le truc, mais pour que vous soyez pas perdu, c'est lui. Et ben, je crois que j'ai fait le tour de mes notes. Donc bah écoutez, je crois qu'on y est à la fin de ce vlog sur Endgame. Petit message vite fait, ne restez pas pour les scènes post-génériques, il n'y en a pas. Il y a un son post-générique, et en fait ce son c'est apparemment, parce que je suis pas resté dans la salle, c'est le bruit que fait la toute première armure d'Iron Man quand il l'active dans la caverne en Afghanistan dans le premier film Iron Man, qui est sorti en 2008.
Et ils l'ont mis à la fin parce qu'apparemment le bruit symbolise le début de tout en fait. C'est pas grâce à ça que tout a commencé, c'est quand il a activé sa combinaison dans le film sorti en 2008. Ne restez pas pour la scène post-générique, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est un film qui passe, qui est sympathique, qui a les mêmes défauts que la plupart des films du Marvel Cinematic Universe. Et les mêmes qualités en des quantités qui dépendront de votre appréciation du Marvel Cinematic Universe en général. Voilà, ça y est, c'est fini pour Avengers Endgame, c'est fini également pour Scarlett Johansson, du coup, a priori. Oui, ça c'est mon petit truc pour tenir les notes. C'est fini du coup pour Tony Stark également, c'est fini pour Steve Rogers. Ouais, et alors, j'ai envie de dire, ils étaient déjà un peu secondaires à leur propre saga, mais bon voilà, très bien. Et donc maintenant, quelle va être la suite? Pour moi, ça justifie toujours pas une écriture de saga, et je vous garantis que cette saga n'a pas été écrite. Je vous promets que toutes les idées qu'ils ont trouvées là, ils les ont trouvées dans les 2 ou 3 dernières années. Maximum. Voilà, c'en est fini pour ce vlog, qui lui aussi a été très très long. Et c'en est fini pour Avengers Endgame, donc maintenant, le MCU, on verra bien ce que ça va devenir. Mais perso, je suis pas ultra motivé, quoi. À l'exception de Black Panther et peut-être Captain Marvel, vite fait. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!